Le 6 juin 1944, à 0K 4h32 précise, sur la plage d'Omaha, en Normandie. Les vagues s'écrasent avec violence contre le sable trempé de sang. Une centaine de soldats américains, coincés sous un feu nourri d'artillerie allemande, n'ont que quelques secondes pour survivre. Les bunkers nazis, perchés à 30 mètres au-dessus, crachent des obus qui transpercent l'air comme des lames. 2000 hommes, déjà tombés en moins d'une heure. Et au milieu de ce chaos, le sergent Jack Harlan, un Texan de 28 ans, réalise l'impossible. Avec une simple radio brisée et un drapeau improvisé, il va tromper l'ennemi et inverser la bataille. Mais tout commence bien avant cette aube infernale, retournée de quelques mois, à l'hiver 1943, dans une base d'entraînement boueuse, près de Fort Benning, en Géorgie. Jack Harlan n'était pas un héros de carton. C'était un mécanicien de ferme, élevé dans les plaines arides du Texas, où la poussière rouge colle à la peau et où les tempêtes de sable vous apprennent à ne pas paniquer. À 25 ans, il avait déjà vu la mort de près. Son père, ouvrier dans une usine d'armement, était mort d'une intoxication au plomb lors d'un accident en 1941. Jack avait pris la relève, réparant des tracteurs et des moteurs jour et nuit pour soutenir l'effort de guerre. Quand l'appel à la mobilisation est arrivé, il s'est enrôlé sans un mot. Pas par patriotisme flamboyant, mais parce que c'était son devoir. Les autres recrues le voyaient comme un type solide, avec des mains calleuses et un regard qui ne vacille pas. Dès les premiers entraînements, Jack s'est distingué, pas par des discours enflammés, mais par ses actes. Lors d'une simulation de combat en forêt, sous une pluie battante qui transformait le sol en marécage, son peloton s'est retrouvé piégé dans une embuscade fictive. Les instructeurs, jouant les Allemands, avaient bloqué toutes les issues avec des fumigènes et des tirs à blanc. Les hommes paniquaient, trébuchèrent dans la boue, criaient des ordres confus. Jack, calme comme un roc, a repéré un vieux tronc d'arbre à moitié pourri. Il l'a fait rouler avec l'aide de 2 gars, créant une barricade improvisée qui a permis au groupe de contre-attaquer. L'instructeur, un vétéran de la Grande Guerre, a hoché la tête en silence. Ce Harlan, il pense vite sous pression, a-t-il noté dans son rapport. Ce n'était pas de la bravoure hollywoodienne, c'était de la survie pure, forgée dans les champs du Texas où un pneu crevé à minuit peut vous coûter une récolte entière. Au printemps 1944, Jack et son unité, la compagnie B du 116e régiment d'infanterie de la 29e division, ont été embarqués pour l'Angleterre. Les traversées de l'Atlantique étaient un enfer, sous-marins allemands rôdant, rations froides et des briefings secrets qui ne disaient rien de clair. Jack passait ses nuits à bricoler des équipements défectueux. Une Jeep dont le moteur toussait, il la réparait avec des fils de fer barbelés et un peu de graisse. Un fusil qui s'enrayait. Il le démontait en 10 minutes, sous la lumière d'une lampe à huile. Ses camarades le taquinaient. « T'es pas sergent, t'es sorcier ». Mais Jack savait que la guerre ne pardonnait pas les pannes. Il avait déjà perdu un cousin en Afrique du Nord, fauché par une mine lors d'une patrouille de routine. Ça l'avait marqué, pas de larmes, juste une détermination froide. Ne pas laisser le matériel trahir les hommes. En mai, les rumeurs d'un débarquement massif ont commencé à circuler. Les officiers parlaient d'un mur d'acier allemand en Normandie, avec des milliers de mines, des barbelés et des mitrailleuses MG42 qui pouvaient faucher une section entière en quelques rafales. Jack écoutait sans broncher. Il avait vu des cartes. Omaha était un piège mortel, un arc de cercle de falaises gardé par des forts imprenables. Les Allemands, sous le commandement du maréchal Rommel, avaient fortifié chaque mètre. Des pieux anti-chars plantés dans l'eau, des obstacles bétonnés sur la plage et des canons de 88 mm qui pouvaient viser à des kilomètres. Les estimations parlaient de 50% de pertes dès les premières heures. Jack, en fumant une cigarette roulée main sur le pont du navire, se contentait de dire « On y va et on en sort, point ». Ces hommes le respectaient pour ça. Il n'était pas le plus gradé, mais c'était lui qu'ils suivaient dans les exercices les plus durs. La nuit du 5 au 6 juin, les barges LCA brinque-ballant sur les vagues de la Manche. Jack est serré contre 22 soldats, armes au poing. Visage pâle sous les casques, le vomissement est partout,
L'odeur âcre de sel et de peur imprègne l'air. À 03h30, le signal, les moteurs rugissent et il file vers la côte. Jack vérifie son équipement une dernière fois. M1 Garand, grenade et une radio portative qu'il a réparée lui-même après qu'elle ait pris l'eau lors d'un drill. « Restez groupés », murmure-t-il à ses hommes, « et tirez sur tout ce qui bouge. » Les premières lueurs de l'aube percent l'horizon et le bombardement naval commence. Des obus sifflent au-dessus de leur tête, explosant sur les falaises. Mais les Allemands sont prêts. À 04h, les portes des barges s'ouvrent et l'enfer se déchaîne. Les balles fouettent l'eau comme une grêle mortelle. Des corps flottent déjà, inertes, leur pactage gonflé les maintenant à la surface. Jack saute dans l'eau glacée à 1 mètre du rivage. L'océan est parsemé d'obstacles, des hérissons tchèques hérissés de métal. Il nage, courbé, son fusil levé pour ne pas qu'il s'enraye. À sa droite, un gamin de 19 ans, Tommy Ruiz, est touché en pleine poitrine. Il coule sans un cri. Jack atteint le sable à 04h15, rampant sous les tirs. Le peloton est décimé. Sur 23, 9 seulement encore en vie. Les bunkers WN-62 et WN-63, ces nids de mitrailleuses bétonnées, dominent la plage. Des éclats d'obus percent l'air, soulevant des geysers de sable. Jack se plaque contre un cratère, le cœur battant mais l'esprit clair. Il compte 200 mètres à franchir pour atteindre les falaises. Et les Allemands, invisibles, les tiennent en joue. C'est là, à 04h25, que la radio de Jack grésille. Une voix d'officier. « Avancez! Prenez la plage !» Mais la ligne est coupée, l'appareil fumant d'un impact. Autour de lui, les survivants halètent, terrifiés. Un caporal hurle. « On est mort! Ils nous massacrent !» Jack lève les yeux. Les bunkers crachent la mort, mais il voit une faille. Un drapeau allemand flottant sur l'un d'eux, à peine visible dans la fumée. Une idée germe, pas le temps de réfléchir. Il arrache un bout de tissu de sa chemise, le trempe dans le sang d'un camarade tombé et improvise. « Suivez-moi », dit-il simplement. Les hommes hésitent, mais obéissent. La ruse commence et avec elle, le tournant qui va transformer cette plage en tombeau pour l'ennemi. La tension monte, chaque pas est un risque. Jack rampe, le tissu rouge en main, imitant un signal qu'il a vu dans un manuel volé à un prisonnier. Les tirs ralentissent un instant. Les Allemands, dans leur bunker, perçoivent le mouvement. Un officier nazi, le lieutenant Klaus Weber, plisse les yeux à travers sa fente de tir. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une reddition », murmure-t-il à son radio-opérateur. Jack sait que c'est du bluff pur, mais ça marche. Les mitrailleuses se taisent pour une seconde cruciale. Ces hommes bondissent, couvrant 20 mètres. Un obus explose à côté, projetant Jack au sol. Il se relève, oreille bourdonnante, et continue. Le chaos psychologique s'installe. L'ennemi doute, hésite. Et dans la guerre, l'hésitation tue. À 04h32, le moment décisif approche. Jack atteint la base du bunker, grenade en main. Derrière lui, 5 survivants rampent. Les Allemands réalisent trop tard. Une rafale reprend, mais Jack est déjà là. Il balance la grenade par la fente, un geste précis, appris dans les entraînements. L'explosion secoue le béton, crie en allemand, fumée noire. Le bunker tombe, mais ce n'est que le début. La ruse s'étend. Jack hisse son drapeau improvisé sur un pieu, signalant aux renforts américains que la brèche est ouverte. Des centaines de vies sauvées en quelques minutes. Pourtant, le prix est lourd. 12 hommes de son peloton gisent sur le sable, figés dans la mort. Cette plage d'Omaha n'était pas seulement une bataille, c'était un test de l'humain face au chaos. Jack Harlan, ce Texan ordinaire, venait de prouver que l'improvisation pouvait renverser l'impossible. Mais la journée n'était pas finie. Loin de là, les obus continuaient à pleuvoir sur la plage d'Omaha, comme un orage incessant qui refusait de s'arrêter. À 04h45, Jack Harlan essuyait la sueur et la poussière de son visage, le bunker WN-62 encore fumant derrière lui. Ces hommes, ceux qui restaient, se regroupaient dans l'ombre des falaises. 5 visages sales, armes tremblantes en main. Le drapeau improvisé claquait faiblement au vent, un signal précaire pour les renforts qui approchaient par la mer.
Mais l'ennemi n'était pas vaincu. Des cris en allemand résonnaient plus haut depuis les positions retranchées sur les crêtes. Les MG-42 reprenaient de la vigueur, fauchant les vagues de soldats qui tentaient de débarquer. Jack compta mentalement au moins 300 corps sur le sable, inertes sous le soleil levant. Son peloton, réduit à une poignée, devait avancer ou mourir sur place. Jack n'hésita pas. Il avait déjà vu pire, ou du moins, il se le disait pour garder la tête froide. Dans les entraînements en Angleterre, il avait réparé une mitrailleuse sous un déluge de tirs simulés, les mains noircies par la poudre. Là, c'était réel. Il fit signe à ses hommes. « On monte, couvrez les flancs !» Le caporal Ramirez, un gamin du Nouveau-Mexique avec une entaille au front, hocha la tête. « Sergent, et s'il y en a plus là-haut ?» Jacques répondit simplement. « Il y en aura toujours plus. On les surprend. » Ils rampèrent le long d'un boyau creusé par les obus, le sol glissant de boue et de sang. Chaque mètre grignoté était une victoire minuscule. À mi-hauteur, une patrouille allemande surgit d'un fossé adjacent. 3 silhouettes en feldgros, fusils levés. Jack plongea tirant au jugé. Sa M1 aboya 2 fois. L'un tomba, les autres ripostèrent. Des balles sifflèrent, écorchant l'air à un cheveu de son casque. Le combat fut bref et brutal. Ramirez lança une grenade qui roula dans le fossé avec un bruit sourd. L'explosion envoya des éclats partout, couvrant les cris. Jack se releva, vérifiant son arme. « Nettoyez !» Mais le bruit avait alerté les autres. Des renforts nazis descendaient à la pente, une dizaine, armes automatiques prêtes. Jack vit la faille. Un vieux canon anti-char abandonné, à moitié enfoui. Il l'avait repéré en grimpant. « Là-dedans !» ordonna-t-il. Ses hommes s'y engouffrèrent, utilisant le métal tordu comme bouclier. Les Allemands ouvrirent le feu, les balles ricochant avec des étincelles. Jack riposta, méthodique, visant les jambes pour les ralentir. Un ennemi s'effondra à 5 mètres, gémissant. Le sergent sentit la pression monter, comme dans cette nuit d'entraînement où un exercice avait mal tourné, un tir à blanc perçant un gilet et blessant un recrue. Il avait porté le gars sur son dos jusqu'au poste médical, ignorant la douleur dans ses épaules. Ici, pas de médecin en vue, juste la survie. À 05h10, la situation bascula. Les renforts américains atteignirent enfin la plage, eux profitant de la brèche ouverte par Jack. Des tanks amphibies DD émergeaient de l'eau, leurs chenilles labourant le sable. Mais les falaises étaient encore un mur. Jack décida d'improviser encore. Il ramassa un casque allemand taché de sang et le fixa à son bâton improvisé. « On va les faire douter », murmura-t-il à Ramirez. L'idée était simple, faire croire à une contre-attaque alliée massive, en agitant ce leurre depuis un point élevé. Ils escaladèrent un éboulis, sous un tir nourri. Une balle frôla la cuisse de Jack, déchirant son pantalon. Il ignora la brûlure, se concentrant sur le rythme. Un pas, un souffle, un regard vers le haut. Ses hommes suivaient, haletants. En haut, une tranchée allemande s'étendait bordée de sacs de sable et de mitrailleuses. Ils y entrèrent comme des ombres. Jack neutralisa un guetteur d'un coup de crosse, étouffant le bruit d'une main ferme. À l'intérieur, 7 Allemands, surpris en pleine recharge. Le chaos explosa, fusils crachant, grenades roulant. Jack se jeta au sol, tirant sur l'opérateur radio qui tentait d'appeler du secours. L'appareil vola en éclats, étincelles et fumée. Ramirez abattit 2 ennemis, mais un 3e le toucha à l'épaule. Le gamin hurla, lâchant son arme. Jack rampa vers lui, couvrant leur position avec des rafales courtes. Tiens bon, le sergent avait déjà perdu trop d'hommes ce jour-là. Tommy Ruiz coulait dans l'eau. Le caporal Ellis déchiqueté par un obus. Chaque perte pesait comme un poids sur la poitrine, mais il la transformait en fuel. Dans le Texas, une vache malade à l'aube signifiait des heures sans sommeil pour la sauver. La guerre était pareille, pas de pause. Les tirs cessèrent à 05h25. La tranchée était à eux. Jack hissa le casque allemand sur un piquet, le faisant onduler comme un signal de reddition. En bas, les Allemands hésitèrent. Des officiers criaient des ordres contradictoires, visibles à travers la fumée. « Fein signal !» hurla l'un.
L'hésitation se propagea. Les mitrailleuses se turent un instant, assez pour que les tanks américains avancent. Des obus de 75 mitres frappèrent les bunkers adjacents, les faisant trembler. Jack profita du répit pour bander l'épaule de Ramirez avec un bout de tissu. « On descend pas encore, on attend les nôtres. » Ces hommes, épuisés, hochèrent la tête. Le sergent sentait le doute ennemi comme une brèche dans un mur. Il l'avait vu avant, en simulation. Un ennemi surpris perd son rythme. Et dans ce rythme brisé, la victoire se glissait. Mais la montée n'était pas finie. À 05h40, un contre-attaque allemande déferla depuis les hauteurs. 20 soldats, soutenus par un half-track qui crachait des balles depuis sa tourelle. Jack ordonna la retraite tactique vers un creux protégé. Ils tirèrent en couvrant, économisant les munitions. Une grenade explosa près du véhicule, le forçant à stopper. Le sergent visa le conducteur, un tir précis qui immobilisa la bête. Les Allemands se dispersèrent, mais pas sans perte. 2 de ces hommes tombèrent, un éclat dans le dos, l'autre une balle en pleine tête. Jack jura intérieurement, rechargeant d'un geste fluide. Il avait réparé des moteurs sous feu en Afrique, ou du moins son unité l'avait fait après ses conseils. Cette fois, c'était son tour de tenir la ligne. Le soleil montait, illuminant le carnage. À 06h, les renforts alliés atteignirent la tranchée, des ingénieurs avec des Bangalore torpedoes pour sauter les barbelés. Jack les briefa rapidement. Les bunkers sont vulnérables par le flanc est. On a ouvert la voie. Le lieutenant en charge, un officier frais débarqué, le regarda avec respect. « Bonne idée, sergent. Suivez-nous. » Ensemble, ils poussèrent vers les crêtes. La ruse du casque avait gagné du temps précieux. L'ennemi, confus, avait retardé ses renforts. Des positions entières tombèrent, une par une. Jack au milieu tirait, rechargeait, encourageait. Son esprit calculait distance, munitions restantes, positions ennemies. Pas de panique, juste l'instinct forgé par des années de bric-à-brac et de pertes. À 06h30, la section des falaises fut sécurisée. Les drapeaux américains flottaient enfin sur les hauteurs. Jack s'assit un instant, adossé à un sac de sable, fumant une cigarette ramassée sur un mort. Ramirez, pensé, lui tapa l'épaule. « On l'a eu, sergent !» Jack hocha la tête, les yeux sur la plage en bas. Des centaines de survivants avançaient maintenant, libérés du piège initial. Mais le bilan était lourd. Son peloton de 23 n'en comptait plus que 3 en état de combat. Les Allemands avaient perdu 2 bunkers et une trentaine d'hommes. La ruse avait transformé le chaos, mais à quel prix? La guerre ne rendait rien, elle prenait et on avançait. Pourtant, Jack savait que ce n'était qu'un début. Les routes intérieures de Normandie attendaient, avec leurs embuscades et leurs villages fortifiés. La journée s'étirait et avec elle, de nouveaux défis. L'improvisation avait sauvé des vies ce matin, mais la survie exigeait plus. Toujours plus. À 07h, le soleil cognait déjà dur sur les falaises d'Omaha, transformant la fumée en un voile épais qui piquait les yeux. Jack Harlan menait son petit groupe vers l'intérieur des terres, longeant un chemin boueux bordé de haies épaisses. Les tanks américains ronronnaient derrière, leurs chenilles écrasant les obstacles restants. Mais la plage était loin maintenant. La Normandie s'ouvrait comme un piège géant. Des champs coupés en damier par des talus, des villages en ruine et des Allemands tapis partout. Jack avait laissé Ramirez aux soins des médics, son épaule bandée, serrée. Lui et 2 autres, un mitrailleur nommé Hale et un éclaireur, Pete Kowalski, avançaient en silence, fusil prêt. Le sergent sentait encore la brûlure à la cuisse, un rappel constant que la douleur ne s'arrêtait pas. Il l'ignorait, comme il avait ignoré les tempêtes de sable au Texas, qui vous fouettaient jusqu'aux os. Ils avaient reçu des ordres radio, poussés vers Vierville, un hameau à 2 kilomètres, pour sécuriser une route vitale. Les cartes montraient des positions ennemies partout, des nids de mitrailleuses camouflés dans les vergers. Jack savait que l'hésitation tuait plus vite qu'une balle. Il l'avait appris en réparant un tracteur sous un orage, quand un câble mal fixé pouvait tout faire sauter. Ici, c'était pareil. « Restez bas », murmura-t-il à Hale, qui traînait la barre lourde sur l'épaule. Kowalski, un Polonais maigre avec des yeux de fouine, repéra le premier signe. Un éclat de métal dans les buissons.
Sergent, à 10 heures. Jack s'accroupit, visa, un coup de feu sec. Un Allemand s'effondra d'un arbre, son fusil Mauser tombant avec un bruit mat. Pas le temps de vérifier. Ils avancèrent, le cœur en alerte. À 07h20, le village apparut. Des maisons en pierre criblées d'impacts, une église au clocher effondré, des civils normands fuyaient, des femmes serrant des enfants contre elles, des vieux traînant des charrettes vides. Jack fit signe de contourner par l'est, évitant la place centrale. Mais les Allemands étaient là. Une embuscade éclata d'une grange. 5 soldats, soutenus par un mortier de 80 mm qui crachait des obus. Le premier explosa à 10 mètres, soulevant de la terre et des éclats qui sifflèrent comme des guêpes. Hale riposta avec la barre, une rafale qui faucha 2 ennemis. Jack roula sur le côté, son M1 aboyant à son tour. Kowalski lança une grenade qui roula sous la grange avec un cliquetis. L'explosion secoua les murs, envoyant des flammes et des cris en allemand. Mais ce n'était pas fini. Le mortier continua, méthodique, ajustant son tir. Un obus frappa le talus près de Jack, le projetant au sol. Il toussa de la poussière, les oreilles sonnant. Hale était touché, une esquille dans la jambe, gémissant mais tenant sa position. « Couvrez-moi » grogna Jack. Il rampa vers un mur effondré, ramassant un Panzerfaust abandonné, un lance-roquettes allemand, chargé et prêt. Il l'avait vu en action lors d'un briefing, court, mortel à 100 mètres. Pas le temps d'hésiter. Il visa le mortier, visible à travers la fumée. À 50 mètres. Le recul le secoua comme un coup de marteau. La roquette fila droit dans le tube. L'explosion fut assourdissante. Métal tordu, corps projeté. Le silence qui suivit comme un vide. Jack se releva, rechargeant son fusil. « Avancez !» Kowalski aida Hale à se redresser et ils poussèrent dans le village. Les maisons étaient un labyrinthe, portes béantes, meubles renversés, odeur de poudre et de peur. À l'intérieur d'une ferme, 3 Allemands se barricadèrent, tirant par les fenêtres. Les balles perforèrent les murs, envoyant des plâtres volés. Jack entra par l'arrière, contournant un puits. Il avait déjà fait ça, en simulation en Angleterre. Infiltrer un bâtiment sous feu en comptant les pas. 1, 2, 3. Il surgit dans la cuisine, crosse en avant. Le premier ennemi se retourna trop tard. Un coup sec au crâne. Les 2 autres pivotèrent, mais Kowalski était là, couvrant l'entrée. Des tirs brefs, précis. La pièce s'emplit de fumée âcre et le calme revint. À 08h, ils contrôlèrent la moitié du village. Mais les renforts allemands arrivaient, un convoi de camions avec une quinzaine d'hommes et un canon de 75 mm tracté. Jack les vit depuis un grenier, à travers une lucarne fissurée. Le véhicule de tête freina dans la rue principale, déversant des soldats casqués. « On les bloque ici », dit-il à ses hommes. Hale, malgré sa jambe, installa la barre sur une table. Kowalski posa des mines improvisées. Des grenades liées avec du fil barbelé, apprises d'un manuel volé. Jack descendit, cherchant un point d'observation. Il grimpa sur le toit de l'église, rampant sur les tuiles chaudes. De là, il voyait tout, le convoi bloqué par un chariot renversé, les Allemands déployant leurs canons. L'idée vint vite. Pas de radio, pas d'artillerie alliée en vue. Juste ce qu'il avait sous la main, un drapeau allemand récupéré dans la grange, taché et déchiré. Il l'attacha à une perche de drapeau brisé, l'agitant lentement depuis le clocher. En bas, les officiers nazis s'arrêtèrent, binoculaires levés. « Wasistas, un signal !» cria l'un. Jack imita un code qu'il avait entendu d'un prisonnier. 3 mouvements lents comme une reddition. Le convoi hésita, les moteurs calés. C'était du bluff, pur et simple, comme réparer un moteur avec du scotch quand tout le reste échoue. Les Allemands envoyèrent une patrouille de reconnaissance. 4 hommes, avançant prudemment. Jack descendit en hâte, rejoignant Hale. Tirez sur les autres quand ils bougent. La patrouille atteignit la place. Kowalski déclencha une mine. Explosion, cris, 2 corps au sol. Le chaos s'empara du convoi. Les Allemands ripostèrent au jugé, leurs balles claquant contre les murs. Hale ouvrit le feu, la barre crachant une tempête de plomb qui balaya le camion de tête. Jack visa le canon, un tir qui toucha le servant. L'arme se tut, inutilisable. Les ennemis paniquèrent,
certains fuyant vers les champs, d'autres se retranchant dans une maison. Jack chargea, grenade en main. Il la lança par une fenêtre ouverte. Détonation, verre brisé, silence. À 08h30, le village était pris. Les survivants allemands, 5 ou 6, levèrent les mains, armes jetées. Jack les fit aligner, les yeux froids. Pas de haine, juste l'épuisement. Hale s'assit, sa jambe gonflée mais vivant. Kowalski fouilla les corps, récupérant des munitions et une carte. Le sergent examina le document, des positions marquées au crayon, menant à un carrefour stratégique à 1 kilomètre. « On continue, dit-il. Les tanks américains arrivèrent enfin, leurs équipages saluant d'un pouce levé. Un capitaine descendit. « Bon gars, vous avez ouvert la route. » Jack hocha la tête sans un mot. Il avait déjà vu des villages comme ça, en photo de briefing, des tombes potentielles. Mais il les avait traversés. La journée avançait, impitoyable. À 09h, ils reprirent la marche, le convoi blindé en couverture. Les haies cachaient d'autres pièges, snipers dans les arbres, mines sous les chemins. Jack sentait la fatigue peser, comme après une nuit à réparer des récolteuses sous la lune. Mais il poussait. Un sniper tira depuis un pommier, balle dans l'épaule de Kowalski qui s'effondra en jurant. Jack riposta, 3 coups rapides. L'arbre trembla, le corps tomba. Il traîna son homme à l'abri, appliquant un garrot avec sa ceinture. Respire, les médics arrivent. Hale couvrait, la barre fumante. Chaque perte creusait un vide, comme la mort de son père à l'usine. Un accident stupide, mais définitif. Vers 09h45, le carrefour apparut. Un croisement vital pour les renforts. Des Allemands l'avaient fortifié avec des sacs de sable et 2 mitrailleuses. Une trentaine d'hommes, plus un officier à moto. Jack observa depuis une tranchée, calculant. Pas d'assaut frontal, trop de pertes. Il repéra un half-track ennemi garé à l'arrière, plein d'essence. « On l'utilise contre eux », murmura-t-il. Avec Hale, il rampa sur 200 mètres, sous le couvert des herbes hautes. Le véhicule était mal gardé, 2 sentinelles fumant. Jack neutralisa l'une d'un couteau silencieux, appris en entraînement. Hale abattit l'autre. Ils grimpèrent dedans, Jack au volant. Le moteur toussa puis rugit. Il avait bricolé pire. Ils foncèrent vers le carrefour, feu éteint jusqu'au dernier moment. Les Allemands se retournèrent, surpris. Jack accéléra, visant les sacs de sable. L'impact fut violent. Le half-track percuta la barricade, renversant une mitrailleuse. Elle tira depuis la tourelle, fauchant l'officier et ses aides. Les ennemis ripostèrent, balles ricochant sur l'acier. Jack sauta, roulant au sol, grenade en main. Il la lança dans le second nid. Explosion, cris étouffés. Les tanks américains arrivèrent pile, leurs canons tonnant. Le carrefour tomba en minutes. 20 Allemands morts, le reste en fuite. Jack se releva, couvert de boue et de sang. Hale boitait, mais souriait faiblement. « Encore une ruse, sergent. » Jack ne répondit pas. Il compta. Son groupe réduit à 2. Mais la route était ouverte. Des centaines de véhicules alliés passeraient maintenant, vers l'intérieur. La Normandie saignait, mais le flux commençait. Il avait transformé un autre chaos en avancée. Pourtant, l'après-midi approchait, avec ses propres ombres. Les combats ne s'arrêtaient pas. Ils s'enchaînaient comme des engrenages grippés qu'il fallait huiler à la main. Le soleil de midi brûlait la peau, transformant les haies normandes en murs verts, impénétrables. À 10h15, Jack Harlan et Hale suivaient le convoi de tanks Sherman qui grondait sur la route poussiéreuse vers Saint-Laurent-sur-Mer. Le carrefour était derrière, sécurisé mais jonché de carcasses fumantes. Jack boitait légèrement, sa cuisse pansée avec un chiffon sale. Hale, la jambe bandée, traînait sa barre comme un fardeau. Ils n'étaient plus que 2, mais les ordres radio crépitaient, poussés jusqu'au bocage, ces champs labyrinthiques où les Allemands aimaient tendre des embuscades. Des centaines de véhicules alliés suivaient maintenant. Camions chargés d'infanterie, artillerie tractée, Omaha n'était plus un piège mortel. C'était une porte ouverte grâce à des ruses comme celle de Jack. Mais ils savaient que la Normandie mordait fort. Ils avançaient en formation lâche, les tanks en pointe, crachant des obus sur les talus suspects. Jack scrutait les ombres, fusil en main. Il avait déjà nettoyé des champs comme ça, au Texas.
où un coyote tapi pouvait ruiner une journée de chasse. Ici, c'étaient des snipers avec des Car 88. À 10h30, le premier piège sauta. Un tank de tête heurta une mine Teller, l'explosion envoyant une chenille en l'air comme un jouet cassé. Le véhicule s'immobilisa, fumant, et les haies s'animèrent. Des tirs jaillirent de partout, rafales de MP40, grenades qui roulaient dans les fossés. Jack plongea derrière un talus, Hale à ses côtés. « Couvrez le flanc gauche !» cria-t-il. La barre aboya, fauchant deux silhouettes en verre qui rampaient. Mais les Allemands étaient une vingtaine, bien placés, utilisant les murets comme rempart naturel. Le chaos s'installa vite. Les tanks ripostèrent, leurs mitrailleuses, 50 claquant comme des marteaux. Des obus de 70 km explosèrent dans les haies, arrachant des branches et des corps. Jack rampa vers un fossé, l'eau croupie lui montant aux genoux. Il visa un nid de tireurs, à 30 mètres. 3 coups secs. L'un tomba, les autres se replièrent. Hale rechargea, suant sous son casque. « Il nous encercle, sergent !» Jack hocha la tête, calculant. Pas de retraite. Ça bloquerait le convoi entier. Il repéra un half-track allemand abandonné, à moitié camouflé par des feuilles. On le prend, on les attire. Hale hésita une seconde, puis suivit. Ils sprintèrent sous les balles, le métal du véhicule les protégeant à peine. Jack grimpa au volant, tournant la clé. Le moteur toussa, puis rugit. Il avait réparé pire, sous un ciel étoilé en Géorgie. Ils foncèrent dans les haies, feignant une contre-attaque. Les Allemands mordirent à l'hameçon, des cris en allemand, des tirs qui se concentrèrent sur eux. Jack zigzaga, écrasant un talus pour ouvrir une brèche. Hale, dans la tourelle, balaya le champ avec la barre, en voyant des ennemis rouler au sol. Le half-track vibrait, balles ricochant sur les flancs. À 10h45, ils atteignirent le cœur de l'embuscade. Une ferme fortifiée, avec un canon PAC 40 pointé sur la route. L'arme cracha, un obus qui frôla le véhicule, explosant un arbre proche. Jack sauta, roulant dans l'herbe. « Grenade !» Hale lança 2, qui atterrirent près du canon. Détonation sourde, métal tordu, servant projeté. Jack chargea, ME en batterie. Il abattit l'officier qui tentait de recharger, un coup au torse net. Les Allemands survivants, 5 ou 6, se dispersèrent, fuyant vers les champs. Mais le prix montait. Un éclat toucha Hale au bras, le faisant lâcher la barre. Il s'effondra contre le half-track, jurant en silence. Jack le traîna à l'abri, appliquant un garrot rapide avec sa cravate. « Tiens, les tanks arrivent !» En effet, les Sherman poussèrent, écrasant les positions restantes. Le champ fut nettoyé en 10 minutes. 15 Allemands morts, le reste en déroute. Jack se releva, le souffle court. Il avait déjà perdu des hommes comme ça, en exercice où un faux pas signifiait une note rouge. Ici, c'était du sang réel. Le convoi reprit, mais ralenti. Des blessés partout, des médics courant avec leurs sacs. Jack aida à charger Hale dans un jeep, le regardant partir sans un mot. Seul maintenant, il remonta dans le tank de tête comme observateur. Le commandant, un major du Texas aussi, tapa son épaule. « T'as l'œil, Harlan, continue. » À 11h20, ils atteignirent un verger près de Colville-sur-Mer. Les arbres fruitiers, chargés de pommes vertes, cachaient un autre enfer. Une batterie d'artillerie allemande, 4 canons de 105 mm bombardant la plage à 5 km. Les obus sifflaient au loin, secouant la terre. Jack descendit, rampant vers un point d'observation. Des servants nazis, une trentaine, rechargeaient frénétiquement. Pas d'assaut direct, trop exposé. Il repéra une ligne de barbelés, mal gardée, et un camion d'ammunition garé à l'arrière. L'idée germa, saboter de l'intérieur. Seul, il coupa les fils avec ses ciseaux de poche, appris pour réparer des clôtures au ranch. Il se glissa sous les arbres, évitant les patrouilles. Le cœur battait fort, mais régulier, comme quand il réparait un moteur en pleine nuit, sachant qu'une étincelle pouvait tout enflammer. À midi pile, il atteignit le camion. 2 gardes fumaient, dos tourné. Jack neutralisa l'un d'un coup de coude au cou, l'autre d'une prise au sol. Silencieux, efficace. Il versa de l'essence d'une bidon, improvisant un trail de feu avec des feuilles sèches. Puis, il recula, allumant une allumette. La flamme courut,
rapide. L'explosion fut massive. Le camion sauta, envoyant des obus dans tous les sens. Les canons se turent, chaos total. Cris, flammes, servants courants. Jack riposta depuis les arbres, abattant 3 qui chargeaient. Les tanks arrivèrent, leurs obus finissant le travail. La batterie tomba. 20 morts allemands, les canons tordus comme des jouets. Jack émergea de la fumée, couvert de suie. Un officier américain le repéra. « C'était toi, bon sang, sergent ?» Il hocha la tête, sans fanfare. Il avait déjà éteint des feux comme ça sur des moissonneuses enflammées. La guerre, c'était du bricolage géant. L'après-midi s'alourdissait. À Trézise, le convoi poussait vers Formigny, un village à 3 kilomètres. Les routes se rétrécissaient, bordées de fossés profonds. Jack, réaffecté à une section d'infanterie, menait 10 hommes frais, débarqués récemment. Ils étaient nerveux, armes neuves. « Restez groupés, écoutez les sons, » dit-il. La tension montait. Rumeurs de panzer approchant. Des Tigers avec leurs 98 mm qui perçaient n'importe quoi. À 13h20, le convoi s'arrêta net. Devant, un pont sur la rivière Our, miné et gardé par une compagnie allemande, 50 hommes, mitrailleuses lourdes, un char Panzer IV en soutien. Les obus ennemis commencèrent à pleuvoir, forant les talus. Jack plongea avec ses hommes, rampant vers un bois adjacent. On contourne, on prend le flanc. Ils rampèrent 100 mètres sous le couvert des feuilles. Jack repéra le point faible, le char isolé, son équipage sortant pour vérifier un pneu. Il avait vu des photos de ces bêtes, vulnérables par l'arrière. « Grenades termites », murmura-t-il. Ces hommes en avaient 2 pour fondre les chenilles. Ils s'approchèrent, à 20 mètres. Le Panzer grogna, pivotant. Jack lança la première, qui colla au flanc avec un sifflement. L'explosion fit jaillir des flammes, l'équipage sautant dehors. Les Allemands paniquèrent, tirant au hasard. La seconde grenade frappa une chenille, la fondant en métal liquide. Le char s'immobilisa, inutile. Jack chargea, ses hommes derrière. Fusils crachant, ils nettoyèrent les servants du pont. Des corps tombèrent dans l'eau, bulles remontant. Mais les renforts ennemis arrivèrent. Un peloton de grenadiers avec lance-flammes. Le feu liquide cracha, carbonisant un arbre proche. Jack roula au sol, la chaleur léchant son uniforme. Il visa le porteur, un tir à la gorge. L'homme s'effondra, le réservoir explosant en boule de feu. Ses hommes couvrirent, abattant 5 autres. Le pont fut pris à 13h45. Mine désamorcée par les ingénieurs. Route ouverte. 30 Allemands morts, le char en ruine. Jack compta ses pertes. 2 hommes touchés, 1 gravement. Il les fit évacuer, le regard fixe. Il avait déjà porté des blessés comme son cousin en Afrique. La douleur, on la rangeait pour plus tard. À 14h, le convoi traversa vers les collines intérieures. Jack marchait en tête, sentant la fatigue comme un poids de plomb. Les Russes avaient ouvert la voie, mais chaque pas coûtait. Les villages suivants attendaient avec leurs pièges. La Normandie ne lâchait pas. Elle testait jusqu'au bout. Et Jack, ce Texan aux mains calleuses, poussait encore, transformant le doute ennemi en brèche. Mais l'horizon s'assombrissait. Des rapports parlaient d'une contre-offensive massive près de 40 ans. Le vrai test approchait, et avec lui, la ruse ultime qui scellerait la journée. À 14h30, les collines avant Carentan se dressaient comme un mur vert et piégé. Jack Harlan marchait en tête de la section, 10 hommes derrière lui, armes lourdes sur l'épaule. Le convoi s'étirait sur la route étroite. Tanks Sherman grondant, camions bondés de soldats frais. Les rumeurs radio confirmaient. Une contre-offensive allemande massive se préparait. Des Panzer Tiger, une quarantaine, avec du soutien d'infanterie SS. 2000 hommes nazis, prêts à refermer la tenaille sur les Alliés. Jack sentait la pression comme un étau. Il avait déjà traversé des villages en feu, réparé des jeeps sous obus, perdu des frères d'armes. Mais là, c'était le point de bascule. 40 ans, clé pour l'intérieur de la Normandie. Perdre ici, et Omaha redevenait une tombe. Le soleil tapait dur, l'air chargé d'odeurs de terre humide et de poudre. Jack repéra les premiers signes. Des traces de chenilles fraîches dans la boue, un casque allemand abandonné au bord du chemin.
Halte, murmura-t-il. Ses hommes s'accroupirent, fusils levés. À 100 mètres, une crête boisée. Des éclats de métal brillaient sous les feuilles. Panzer. Jack rampa en avant, binoculaire en main. Il en compta 8, canons de 90 mm pointés vers la route. Derrière, des grenadiers en position, mitrailleuses MG-42 installées. Une embuscade parfaite. Le convoi approchait, ignorant le danger. Jack n'avait pas de radio fonctionnelle. La sienne était morte depuis la plage. Juste son instinct, forgé dans les plaines du Texas, où un orage surprise pouvait tout balayer. Il fit signe à son second, un caporal nommé Ellis, un gosse de 20 ans avec des yeux durs. On les distrait, on gagne du temps pour les tanks. Ellis hocha la tête, serrant sa Thompson. Ils rampèrent sur 50 mètres, le cœur cognant comme un tambour. Les haies craquaient sous eux, chaque bruit amplifié. À 14h45, ils atteignirent un fossé. Jack observa, un officier SS sur une moto donnant des ordres. Les Panzers ronronnaient, prêts à tirer. Le premier tank américain apparut au virage, vulnérable. Jack agit. Il ramassa une branche, l'attacha à son fusil avec une bande de tissu déchirée d'un uniforme ennemi. Un leurre simple, comme un drapeau de reconnaissance volé. Il se leva à moitié, l'agitant lentement, imitant un signal allemand qu'il avait vu dans un manuel capturé. Les Allemands mordirent. L'officier SS plissa les yeux, criant « Halt! Freund oder Feind ?» Jack ne répondit pas. Il agita plus fort, reculant vers le fossé. Les mitrailleuses hésitèrent, les servants se penchant pour mieux voir. Le convoi s'arrêta net, mais les tanks pivotèrent, canons cherchant la cible. Jack sauta dans le fossé, Ellis couvrant. Une rafale claqua enfin, balles fouettant l'air au-dessus de leur tête. « Maintenant !» grogna Jack. Ils tirèrent en rafales courtes, visant les servants visibles. Un MG-42 se tut, son opérateur s'effondrant, gorge perforée. Les panzers bougèrent, chenilles grinçant sur la pierre. Un 88 tonna, l'obus explosant à 20 mètres, soulevant terre et éclats. Jack sentit la chaleur, le sol tremblant sous lui. Le chaos explosa. Les Allemands chargèrent, une vague de Feldgros surgissant des bois. Cris en allemand, balles sifflant comme des essaims. Jack rechargea, M1 aboyant. Un ennemi à 10 mètres, tête baissée. Tire, chute. Ellis vida son chargeur, fauchant 3 autres, mais ils étaient submergés. Un grenade roula dans le fossé. Jack la renvoya d'un coup de pied, explosion derrière eux, cris étouffés. Le sergent rampa, le souffle court, son esprit tournait, distance, munitions, angle, comme réparer un moteur grippé, pièce par pièce. À 14h50, un Tiger pivota, son canon noir les visant. Jack vit la gueule béante, le temps ralentissant. Il hurla « Grenade! Sur les chenilles !» Ses hommes lancèrent 5 projectiles filants. 3 touchèrent. Métal hurlant, flammes léchant les flancs. Le Panzer s'arrêta net, équipage sautant, mitraillé par les tanks alliés. Les combats se rapprochèrent. Corps à corps, maintenant. Un SS chargea Jack, baïonnette levée. Le sergent para, coup de crosse au visage. L'homme grogna, riposta. L'âme entailla l'épaule de Jack, sang chaud coulant. Il riposta, baïonnette enfoncée. Chute lourde. Autour, ses hommes luttaient. Ellis abattit 2, mais une balle le prit au ventre. Il s'effondra haletant. « Sergent, continuez !» Jack hocha la tête, gorge serrée. Pas le temps de pleurer. Il attrapa la Thompson d'Ellis, vidant le chargeur sur un groupe approchant. Les tanks alliés tonnèrent, obus déchiquetant les bois, boisage explosant, branches volant comme des éclats. À 14h55, la ligne allemande craqua. Les panzers restants reculèrent, chenilles fumantes. Jack se releva, couvert de boue et de sang. Ses hommes, 5 encore debout, 4 au sol, inertes. Les Allemands fuyaient, laissant 20 corps derrière. Le major du tank de tête descendit, radio en main. « Harlan, c'était du génie. Vous avez sauvé le convoi. » Jack essuya son visage sans sourire. Juste du temps gagné. Les médics arrivèrent, chargeant les blessés. Ellis fut emporté, pâle mais vivant. La route vers 40 ans s'ouvrit, les tanks poussant sans entrave. Des centaines de soldats passèrent, saluant d'un geste. Jack compta. La contre-offensive brisée, 40 panzers neutralisés en chaîne, 1000 Allemands en déroute. Son signal avait semé le doute,
transformant l'hésitation en défaite. À 15h30, Carentan fut en vue. Les drapeaux alliés montèrent sur les premiers bâtiments. Jack s'assit contre un mur criblé, allumant une cigarette. La journée s'achevait, mais les échos des combats résonnaient encore. Il avait commencé sur une plage sanglante, avec une radio brisée et un bout de tissu. Et voilà, la Normandie fracturée, le chaos plié par des ruses simples. Pas de héros en cap, juste un homme qui réparait, qui survivait. La guerre révélait ça. La courage n'était pas dans les charges folles, mais dans les décisions calmes, quand tout hurlait de paniquer. Jack écrasa sa cigarette. Demain, d'autres routes. Mais pour l'instant, la victoire était là, payée en sang et en sueur. Inévitable, comme un lever de soleil sur les plaines du Texas.